Voyons un petit peu les informations qu'on a et on va commencer pour la phase de recours. Donc il y a trois machines sur le réseau. Il existe au moins un serveur web public, il y a un serveur Git auto-hébergé quelque part sur le réseau. On a le serveur Git qui est interne, donc Thomas peut y avoir introduit des informations sensibles. Il y a un PC en cours d'exécution sur le réseau sur lequel un antivirus est installé, ce qui signifie que nous pouvons deviner qu'il s'agit probablement de Windows. Selon les sons de celui-ci, enfin les sons, d'après les informations qu'on a, il semblerait que ça soit une variante de serveur, de Windows, donc un Windows Server. Ça pourrait jouer en notre faveur. Donc le PC Windows supposé, eh ben, malheureusement, n'est pas accessible directement à partir du serveur web. Donc, on va écrire un rapport en même temps. On va venir récupérer des informations et on va venir stocker des captures d'écran. Donc, je vais vous apprendre la méthodologie. Après, à vous de faire votre popote, mais on va avoir les deux grandes lignes directrices, c'est-à-dire prendre des notes sur tout ce qu'on fait avec une historicité. Ok? Vous pouvez même, si vous voulez mettre ce qu'on appelle des timestamps, faire un horodatage et dire, bah écoutez, j'ai commencé mon scan map, il était là en l'occurrence 15h34 et il s'est terminé à 15h47, etc., etc. Vous voyez où je veux en venir? On va prendre des captures d'écran et on va vraiment se mettre dans la peau d'un chercheur en cybersécurité ou d'un analyste du renseignement qui ferait une cyberattaque. On va pas se prendre la tête, on va utiliser un simple fichier. On va s'ouvrir un nouveau fichier texte, c'est pas grave. Voilà. Donc on prendra nos notes là-dedans. Je, là, j'ai chéri qui me prend la tête, c'est le cas de le dire. Donc, ok, et je vais mettre l'heure de départ et après je mettrai les heures de fin. On va faire de façon séquentielle et après, bien sûr, je dresserai à partir de ces informations mon rapport final. Ça, c'est un premier jet, c'est vraiment des notes très brèves. Qu'est-ce qu'on va faire? Lancement. Ça, clairement, c'est notre première étape qu'on va effectuer. Ok, donc, revenons à nos moutons. Donc, vérifiez ouais, que tout est à jour sur votre machine et on commence donc l'énumération, le cours. Donc, on va faire très simple, hein, on va voir ça ensemble. C'est pas celui qui va le plus vite. Si vous voulez un indice, on va aller là quand même, se rafraîchir un peu la mémoire. Voilà comment on peut faire notre scan. Donc, comme pour toute attaque, on commence par notre phase de reconnaissance. La reconnaissance passe par l'énumération. L'énumération des ports ouverts sur la machine qu'on va venir scanner. Donc, là, il nous demande de scanner sur les 15 000 premiers ports de cette adresse IP. Je vais lancer d'abord, je vais vérifier que j'ai Threader qui est installé. On va l'installer avec pip, sudo pip3, donc qui est un script Python multi-threadé qui va beaucoup plus vite que Nmap en théorie. Euh, voilà, pour l'installer, faites ça. C'est Threader 3000 de mémoire. Nomad, je l'ai pourtant. Bon, je l'ai déjà installé. Voilà. En théorie, c'est ça. Je sais pas pourquoi là, il nous emmerde, grosso modo. Donc là, euh,
va taper la première machine, et la première machine, et ben visiblement c'est la 10 200 100 200. Là vous allez me dire comment tu sais ça? Bah on pourrait scanner l'ensemble du réseau pour trouver ça sans aucun problème. Mais tout simplement, bah on voit qu'on a cette adresse, ok? Donc je vais aller sur ma console 3, je vais voir si je tape network. Net Discover. Peut-être faire un Discover. Alors, on va voir déjà mon adresse IP. Donc, moi, je suis en 10, 10, 10, 50, 101, 52, 24. Donc, ça, c'est le subnet. Ok. Donc, l'avantage de Threader, en fait, c'est qu'il va détecter d'abord les ports qui sont ouverts et ensuite, et uniquement ensuite, il lancera des scans sur ces ports. Donc, ça permet de faire gagner un temps assez colossal. Et ça devrait être beaucoup plus efficace. En tout cas, on voit le port 80, 22, 443, 10 000, le 15 444 qui est ouvert aussi. Et là, il nous demande bah, combien de ports sont ouverts sur la cible. On va attendre, on va voir. Pour l'instant, on en a 5. Rien ne m'empêche de lancer un nmap en parallèle. Euh, sudo, soumet un peu, -p, de 1 à 15 000, sv, c, voilà, et on va l'appeler Scanport. Oui, j'ai pas mis d'adresse IP, je suis pas très intelligent. On va mettre un maximum de verbosité avec V. Donc, il nous demande qu'est-ce qu'on fait? Bah, on va lui dire ok, tu vas faire un parce que bah, il a trouvé les ports qui nous intéressent et bah, on va avoir un petit peu plus d'informations. Donc un, et lui aussi il lance son propre. Mais vous voyez qu'il a sélectionné là, et on n'a pas sélectionné une plage de 1 à 15 000, sachant que 0 est réservé. Mais attention, il y a certains virus qui tournent sur le port 0 pour essayer de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et bah là, en l'occurrence, on voit qu'il y en a un qui est filtré, 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 filtré. Et un qui est unknown. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont ouverts, mais il y a sûrement un pare-feu qui est derrière et qui nous complique un peu la tâche. Ouais. Donc il essaye de résoudre, mais ça ne marche pas. Ok, donc bah, c'est pas grave. On va éditer, et ça sera peut-être plus simple pour nous. On va éditer notre fichier host. On va lui dire, écoute, bah maintenant je veux que l'adresse 10 200 100 200, ça soit la machine qui s'appelle. Voilà. CTRL
contrôle O, entrée, contrôle X, c'est bon, ça a sauvegardé. Maintenant, on arrive là-dessus. Donc vous savez que sur des réseaux privés, là on est sur un réseau privé, ok, vous pouvez accepter tout à fait sans aucun risque, et là c'est pour le compte de l'exercice, manuellement, un certificat qui n'est pas valide. Au grand jamais, vous devez accepter un certificat qui n'est pas valide quand vous vous connectez sur Internet, ok? euh, pour des fins de développement et tout ça, même dans des réseaux internes d'entreprise, bah parfois les certificats ne sont pas à jour. On est sur l'intranet, c'est pas très grave. Si vous faites ça sur l'extranet, hein, qu'on appelle l'internet, là, il y a de gros risques. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Qu'un attaquant pourrait voler vos informations, vos mots de passe, vos mails, vos cartes de crédit, puisqu'en effet, on peut sniffer tout et on peut utiliser des, euh, des CN, des certificats d'authentification frauduleux pour lancer des cyberattaques ou se faire passer pour, enfin, prétendre être un site qu'on n'est pas en fait. Mais là, on s'en fout. On est sur un réseau interne, on va accepter. On prend le risque. Donc j'arrive là-dessus, je vais bloquer toutes mes protections. Forcément, je vais désactiver tout. Ok. Donc là, on arrive sur la page, hein, le portfolio, comme on dit, où il y a son CV, visiblement. Ok. Donc il nous dit qu'il s'appelle Thomas Reith. Il est développeur sysadmin. Sa passion, c'est la technologie. Il se spécialise dans le full stack, le développement, tatati tatata. Donc là, on voit visiblement son résumé, qui est plutôt pas mal fait. Et déjà, premier réflexe que vous devez vous dire, bah, c'est là, déjà, je récupère des informations personnelles sur ma cible. C'est le premier truc qui m'intéresse. Ce qui fait de sa vie, j'en ai strictement rien à faire. Mais peut-être ça va pouvoir m'orienter après dans la suite de la cyberattaque. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Euh, Hop, je vais dire 5 ports ouverts filtrés, récupération d'informations personnelles sur le site de la victime. Va falloir apprendre le français. Alors, je me fais mon paste. Non, il veut pas. Il a décidé de m'emmerder. Ok. Donc là, c'est des informations importantes pour nous. On a le mail, on a un numéro de téléphone, on en a même deux, pardon, et on a une adresse physique, ok, du contact. Donc ça, c'est important. Et on a nos ports filtrés, donc on va aller checker. Qu'est-ce qu'il nous trouve? Pas grand-chose, hein. Même avec du SYN. Donc visiblement, en tout cas sur les 15 000 premiers ports, on en a que 4 qui sont ouverts. Parce qu'il y en a un qui est un no, donc celui-là, je sais pas si on le compte. Pour moi, je dirais 4. On va voir. On va reprendre le cours. Et qu'est-ce qu'ils nous disent? Donc combien il y en a? Moi, je dirais 4. Ouais, c'était ça. S'il y en a un qui est en no, il y en a 5 ouverts. Mais peut-être que s'il est en no, c'est peut-être qu'il est aussi fermé. Ça peut être une erreur de la part de Nmap. Donc 4 ou 5. Vous avez compris où on veut en venir. Ensuite, on va effectuer une analyse de service sur ces ports ouverts et on va voir un petit peu quel système d'exploitation Nmap pense-t-il qu'il est en cours d'exécution. Donc, pour commencer, sudo Nmap, je fais un tiret A, pour pas me prendre la tête.
et je vais résoudre avec Thomas ref.th. Ok, puis on va faire du VB. Donc lui, il en trouve bien en fait là, cette fois-ci, 4 ports ouverts. Donc le cinquième est fermé, par déduction. Donc là, ce qu'ils nous ont donné, dans l'adresse IP, bah, vers HTTP, c'est un S? Non, je suis sérieux doute. Ah si, c'est du HTTPS, c'est pour ça qu'ils nous emmerdent avec le certificat. Et ça nous redirige vers l'inverse. On va le prendre direct, on se prend la tête. Donc quel système d'exploitation? Ça j'avoue qu'ils nous le trouvent. Favicon, The Admin Reset. Donc il y a le serveur qui est hébergé, le favicon c'est la bannière, on a un certificat, donc il doit y avoir du SSH. Tac, 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 ouais, hostkey, get, serveur Apache. Donc là, visiblement, c'est du CentOS. Donc CentOS. Donc le serveur est hébergé sur du CentOS via un serveur Apache en 2.4.37. Ok. Donc on va répondre. Ok. Donc, il vous explique le principe des fichiers host hein, qui permettent de résoudre via les DNS. On va traduire une adresse IP tout simplement en nom de domaine. Le nom de domaine, ici on l'a vu, pour lui c'est Thomas Reith, pardon, .th. Donc ça ok. En effet, on va accepter le risque. Exactement. C'est bien, ils vous disent des choses importantes. Dans la vraie vie, nous n'effectuerons une phase d'empreinte de l'engagement à ce stade. Il s'agit essentiellement de trouver autant d'informations publiques que possible sur la cible et de les noter. Vous ne savez jamais si ça peut s'avérer utile. Ok? Donc on a, bah, il nous demande les informations pertinentes. Je vous ai dit, bah ouais, on les a stockées. Quel est le numéro de portable? Bah je peux aller voir mes notes à la limite. Il est là. Hum, hum. Donc il nous parle du plus haut port. C'est un 10 000 à un mini-serve. Ok, un mini-serve 1.8.9 web admin HTTP. Donc mini-serve en fait, bah, c'est comme son nom l'indique, c'est un mini-serveur hein, qui peut être utilisé pour faire de légers tests de charge, un peu de dev. En tout cas, c'est très léger, ça consomme très peu de ressources et vous pouvez télécharger une version sur SoundForge, je pense. SoundForge, qu'est-ce que je raconte? Forge.net. Donc c'est écrit en C et on peut s'en servir, voilà, avec du Webmin et Webmin. Il est connu pour avoir des failles notamment. Donc ça va être peut-être notre point d'entrée en fait hein, sur le réseau. Ça va être peut-être une faille qu'on va trouver dans Webmin qui est hébergé.
Donc sur SourceForge, pardon, excusez-moi, je fatigue. Donc voilà, c'est une interface d'administration Unix et ça peut être servi par notre Minisa. Généralement, les deux vont de pair. Donc interface web sous licence BSD qui permet d'administrer simplement un serveur Unix ou Linux à distance via n'importe quel navigateur. Donc on voit qu'on a du Apache, on voit d'autres, hein. Donc ça serait intéressant de connaître déjà euh, comment s'y connecter. Donc c'est via un port, donc on va peut-être préciser le port et nous on voit que le port est ouvert. Donc, est-ce que je peux pas rebondir vu que j'ai la documentation qui m'indique comment accéder à l'interface? Pourquoi pas en profiter? Là, vous allez me dire pourquoi 10 000? Parce que bah, on a bien vu que sur le port 10 000, on a le mini-serve en 1.8.9 qui tourne. Donc allons creuser. Voilà, on arrive bien sur l'interface WebMin qui est hébergée par le mini-serve. Donc là, on arrive sur une mire de connexion, mais on n'a pas le nom d'utilisateur, on n'a pas le mot de passe. Naturellement, ça serait trop facile. Classique, on peut toujours essayer l'admin admin. Ça serait trop beau. Bien sûr, c'est pas ça. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour chercher le mot de passe? On va continuer notre exploration de la machine et je vais voir éventuellement s'il n'y a pas une RCE. Donc, si on pourrait pas faire une exécution de code arbitraire à distance via une faille sur le webmin. On va aller faire une recherche en base de données et on va voir s'il n'y a pas une CVE, hein, une Common Vulnerabilities Exposure, qui est listée sur ça. Donc, je prends toutes les infos, je vais le donner à Try Avec Me, on va répondre, on va essayer d'avancer un peu. Ok, c'est ça qu'il veut. Et donc là, on va aller chercher dans Certploit. Donc il faut une version inférieure contre ça. On a du directory traversal, path traversal, win. Donc on peut grosso modo nous utiliser ça. Et après on voit que les autres failles vont pas fonctionner. Je l'ai vu rentrer là il y a 5 minutes, j'ai vu la voiture. Mais ah, c'est toi? Ah oui, c'est vrai, c'est toi qui as pris la voiture. Je sais pas, non, je croyais qu'il était dans sa chambre. Je l'ai pas vu. Tout. Donc là, on a une remote command execution. On pourrait peut-être utiliser ça en 1.5.80. On va voir. On va continuer notre recherche. On va pas se laisser abattre. Donc, donc ils nous disent qu'il y a une CVE. On va aller voir directement. Je vais réinstaller. Ah putain, j'ai oublié le nom. Ouais. Celui-là, je vous conseille de le prendre. Il est juste excellent. Euh, Oh, il l'a mis à jour. Maintenant, il y a du RAT. Oh, excellent. Donc, on va venir se le récupérer. Cool. Donc ça, je vais le prendre déjà. Et je vais en prendre un autre aussi. Donc je peux aller dans... hop. Ok, ça c'est cool. Maintenant, il faut l'autre hacking tools.
Je pensais pas spécialement à celui-ci, je pensais plus à un autre outil. Voilà, celui-là, il est cool. Donc, ça, c'est mon grand copain. Je m'en sers tout le temps. Dernière build, on peut le prendre là, ok. Moi, je suis dans Firefox, on va aller là-dedans. Voilà, je vous conseille d'installer ça. C'est vraiment de la balle. Surtout pendant les tests d'intrusion. Voilà, est-ce qu'il l'a mis à jour? Cool. PowerShell. Ah, il a mis du PowerShell maintenant. Cool. Il y a des nouveaux trucs. Et ça, c'est quoi? Oh, on peut même faire du MSF Venom. Ah, ça défonce. Parfait. Donc, tout ça pourquoi? Parce qu'on a accès directement au CVE. Je suis un grand fainéant, vous le savez. Alors, faut pas qu'il nous bloque par contre. Alors, si je tape ça, non. Sinon, bien sûr, vous pouvez aller sur le site, hein. Faut pas vous casser la tête. Peut-être celle-là, c'est un module Metasploit. Même si on est en 1850, est-ce que ça peut peut-être passer? Non, c'est pas la bonne. Donc c'est une RCE non identifiée. Ok, on trouve ça. Qu'est-ce qu'elle fout? Ah, qu'est-ce qu'elle quoi? Donc il dit que bah, il a fait un test d'intrusion il y a quelques temps en fait sur une application WebMin et grosso modo il a trouvé une faille en fait, hein, au niveau de la gestion du file manager module et qui permet en fait de bidouiller au niveau des comptes utilisateurs. Et on a les comptes utilisateurs, on peut gérer Apache, les DNS, le partage de fichiers, etc., etc. Et il a réussi à faire une remote code execution, en fait, donc sur la version qui nous intéresse, avec un simple script Python 3. Et grosso modo, ça lance automatiquement bah, l'attaque, en fait. Et ça va venir attaquer sur le port, bah, nous c'est le port 10 000, hein, visiblement. Et on va pouvoir rentrer des commandes. Donc là, c'est le meilleur exemple, on appelle le script Python, on lui met l'adresse IP, nous on sait que c'est notre adresse IP de la machine, et on a le port 10 000, on sait que bah, c'est là-dessus, sur le port 10 000 par défaut, que tourne le serveur. Et on va lui mettre notre ID, ok, qui nous intéresse. Et il nous dit que si la cible est vulnérable, en fait, eh ben, on va pouvoir envoyer en fait une commande d'ID sur le système et ça va être envoyé sur notre terminal en fait, sur l'output. Et si la cible n'est pas vulnérable, eh ben, on aura juste votre password à expirer. Et si c'est pas le cas, ben, on arrive directement à lancer notre attaque. Ok? Donc c'est la CVE 2019 1507, donc c'est vraiment une porte dérobée qui est dans le système et qu'on va venir exploiter tout simplement. Donc ça c'est la nomenclature, voilà, par défaut, hein, tout en majuscule. Autant pour moi. Et bah voilà, on a identifié la faille, on va regarder, on va jeter un petit coup d'œil maintenant, peut-être, à son exploitation, comment ça se passe. Donc on importe deux modules, OS et système, ok, qui portent leur nom. Ensuite, on a la définition, en gros, hein, comment on utilise le programme.
Ok. Donc, exploit. Là, ça prend quatre valeurs. Target, port, URL, commande. Bah, c'est exactement ce qui est spécifié ici, en fait, hein, ce qu'ils nous disent. Là. Ok. On a le header avec le référeur en HTTPS. Ok. Avec l'adresse IP et le format qui attend bah, la cible et le port. Le port, on précise là, c'est le 1000. La target, bah, ça sera notre adresse IP. Là, il y a le payload qui s'exécute. Ok. Donc, bah, le user, il essaye de choper le route, en fait, et voir si éventuellement il est expiré. Il est expiré, ouais, le PAM, donc le password, hein. Format commande, il fait un check avec une commande curl, donc pareil, Earl, payload, header. Ensuite, on fait une boucle if avec une main, une boucle principale, deux exceptions, stain usage, et sinon, bah, on rentre dans cette boucle-là, en fait, hein. Ça va nous imprimer la variable stain qu'il a définie là. Ok. Et bah, ça reprend les valeurs hein, qu'on a vues un petit peu plus en haut, qu'on a besoin, c'est-à-dire bah, la cible, il va falloir une adresse IP, il va falloir un port réseau, on a vu que c'était le 10 000, et bah, ça va modifier bah, le mot de passe, le password en fait, pour pouvoir y accéder en fait et exécuter la RCE via des arguments système. Et en gros, bah, ça va exploiter notre site. Donc c'est très très simplifié, honnêtement. Ok. Donc là, on a notre reco. Ensuite, on va venir taper sur notre site. Donc, la passe, cette technique qui permet de se balader en fait sur le site. Et on va sur le site de Red, exactement, THM. Ok. Et on a ajouté ajout au fichier host, hein, qui est résolution DNS. Donc, on récupère ces informations-là. On a une adresse. Donc, est-ce qu'on pourrait pas s'en servir? Ça pourrait peut-être être intéressant, tout simplement. Et bah, comme je vous dis, hein, c'est bien d'aller récupérer des scripts à gauche, à droite, mais faut vous assurer aussi de lire un minimum le code source. Sinon, bah, on pourrait très bien vous infecter. Donc nous, ce qu'on va faire, on va récupérer un autre script, puisque je ne connais pas cet auteur, mais je connais l'auteur du CTF. Et lui, bah, forcément, il nous a donné toutes les clés. Donc on va venir récupérer et voir un petit peu comment on peut exploiter la machine en se basant sur le script fait maison qui est celui-ci. Ok? Donc bah, on va se récupérer le script, on copie on fait une copie locale de l'exploit sur la machine, hein. On va installer tout ce qui est requis, les dépendances via pip3 install -r requirement. Et bah, si vous ne l'avez pas, il faut absolument installer Python 3 et Python 3-pip. Ok. On va se donner les droits. Bit exécutable, ok, avec le chmod plus X. Et comme ils vous disent, n'exécutez jamais un script inconnu depuis Internet. Lisez le code et voyez si vous pouvez vous faire une idée de ce qu'il fait. Ne vous inquiétez pas si vous n'êtes pas familier avec Python. Dans ce cas, bah, l'exploit a été codé par l'auteur du contenu et exécuté dans un environnement de laboratoire. Vous pouvez donc en déduire qu'il n'est pas malveillant. Cependant, une bonne pratique, c'est de lire les scripts avant de les exécuter. Sinon, vous vous ferez pirater tôt ou tard, ok? Parce qu'il n'y a pas que des bonnes choses sur GitHub, hein, loin de là. Ok? Donc, bah, on va voir un petit peu, on va se le choper et on va faire ça. Donc, ça, j'en ai plus besoin. Je vais aller dans hop,
c'est mon répertoire. Je vais faire mon sudo git clone. Parce il y a que le git clone. Il faut le sudo. Ok. Donc, on va dans notre répertoire, pardon. Supprimer Cherry parce qu'il casse les pieds, ça sert pas. C'est des CVE. Ok. On a notre script de Python, mais d'abord on va faire un pip 3 install-r requirement. Voilà. On fait à chaque fois ça. Dès que vous voyez un fichier requirement.txt, il faut faire un pip 3 install. Et là, il nous dit que bah, toutes les dépendances sont satisfaites. Tant mieux, on n'aura pas besoin d'installer autre chose. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, on peut faire un cat hein, sur le fichier pour voir un petit peu ce qu'il fait quand même. Hop. Donc, des classes pour les couleurs, une bannière classique, les informations, il affiche les couleurs, handle signal, la classe s'export, il va vérifier la version forcément du module pour s'assurer bah, qu'elle est bien faillible en fait au niveau du password change.cgi et après on lance un export, on va changer le password change CGI tout simplement en fait. Ok? Donc on a plusieurs classes. Donc il vérifie si ça gère le SSL ou pas. Vérifie la version. Si c'est OK, il lance l'attaque. Sinon, il affiche non, bah, le password n'est pas vulnérable. OK. Donc, je vous laisserai apprécier le code source. Et ensuite, bah, on va exploiter, on va se donner les droits forcément sur le script, exécution Git, slash modbusix sur majuscule, ouais. OK. Et donc là, on peut en théorie le lancer. OK. Donc en effet, bah, ils nous disent qu'il faut définir la cible, ce qui est un petit peu normal. Et il faut notre adresse IP. Et on va voir ça, ça a l'air plus simple. Ça n'a pas l'air de demander l'ID, contrairement au précédent script qu'on avait vu. Mais ils utilisent tous les deux la même faille. Celui-là a l'air beaucoup plus simple, puisque j'ai juste à rentrer l'adresse IP en fait. Ok, donc on voit que c'est vulnérable, il exécute le payload, et le payload nous donne un shell. Ok. Donc le shell, donc là j'ai quoi? Ok, je suis sûr, d'accord. Alors, shell. Donc on va ouvrir un shell un petit peu plus détaillé parce que là c'est un bind shell. On va ouvrir un river shell. Donc, qu'est-ce qu'on va se faire? On va se faire sudo. Je vais utiliser le port lit pour être sûr bah, qu'il n'est pas utilisé par une autre application. Donc je vais demander à UFW mon pare-feu d'autoriser le port lit. Donc 1337. Voilà. Ok, c'est ajouté. Je vais vérifier. Status. On a bien le port lit qui est ouvert. En lit speak. 1337, c'est parfait. Donc je vais demander quoi? Bah, sudo net4. Et on va faire un LMVP pour demander d'ouvrir un port d'écoute sur notre
River Shell, et on veut que ça soit sur le port 1.3.7. Ok, je suis plus habitué parce que c'est une nouvelle VM, il va falloir que je me l'incruste dans la tête. Mais j'ai plus mon adresse IP, donc c'est la 10 55 52. Attends, je suis parti où là? 10 55 52. Bon. Et ben le port qu'on a ouvert et sur lequel notre listener tourne. 1.3.7. Ok, là il a pris la commande. Notre listener il dit quoi? Ok, on a récupéré le river shell. Nickel. Ça a planté, c'est pas grave, on se laisse pas abattre, je le relance. Dix 50 100 52. Ok, nickel. Donc, on a notre river shell et on voit que bah, c'est passé comme dans du beurre. Donc, on a vu comment exploiter bah, notre petit exploit, c'est le cas de le dire. Et maintenant, on va voir. Donc, on a récupéré un river shell. On est passé d'un byte shell, même d'un dump, donc un shell bête, à un vrai river shell. Et maintenant, bah, il nous demande quel est l'utilisateur, enfin, quel utilisateur utilise le serveur en fait. Donc ça, on va faire un ID. Et là, on voit qu'on est root, hein, grosso modo. Donc là, déjà, c'est une grosse faille. On passe directement en route. On n'a même pas besoin de faire notre escalade de privilèges. Donc, si je fais un who am I, je suis bien root. Donc ça craint un an. Donc ça va être notre porte d'entrée dans notre cyberattaque. Ok. Donc on est quoi? Bah, on est root. Donc comme ils vous disent, on n'a pas besoin d'élever les privilèges ici afin que nous puissions. euh, donc on peut passer à l'étape suivante, ouais, en effet. Donc avant de se faire, ben, on va récupérer un shell inversé complet. On a tapé shell, c'est ce qu'on a fait et on a suivi les instructions. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh ben, on peut utiliser notre outil que je vous conseille d'installer, qui est très très utile. Donc, qui est ici, vous allez choper l'extension HackTools, hein, et c'est un pense-bête, hein, c'est un cheat sheet, et ça nous permet pas mal de choses, et notamment quand je veux spawner, bah, par exemple un shell en Python, j'ai juste à copier, et on va voir si ça fonctionne gentiment. Apparemment, il n'y a pas Python. Est-ce qu'on peut avoir Python 3? Je crois qu'il y est. Shell, fonctionnel et interactif. Et j'oublie pas de fermer, parce que j'oublie de fermer. Euh, donc on va voir là. Donc je l'avais fait, il faudrait que... C'est vrai que ces vidéos, j'espère que je les ai enregistrées pour vous les poster à nouveau. Apprendre comment utiliser. Mais en gros, comment stabiliser. Là, on a du Net 4. On va voir comment le stabiliser. On peut le stabiliser de cette première façon, comme je vous ai montré. Ok. Et après, ouais, on peut faire un export avec Xterm et le repasser. Donc on va voir, on va tester.
On va tester ça. Donc, se faire un export. On veut du terme. Pop, 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 externe. Ok. Si déjà je sais pas taper, c'est sûr que on va y avoir un problème. Ok, donc là on a exporté le externe. Maintenant, faut qu'on stoppe notre LNVP et qu'on relance. Ouais, donc ça c'est bon. Donc là je le stoppe avec CTRL Z. Maintenant je fais un STTY en mode brut avec un écho et on redemande la commande FG, donc foreground, qui me le remette en plein écran. Là il a été stoppé, il n'a pas été arrêté et en principe ça devrait passer. En principe. Voilà, ça a l'air un peu plus fonctionnel. Ouais, là on est bien. Ok, donc vous voyez là c'est une technique en 3 étapes. On va d'abord faire la commande que j'ai rentrée, sauf que nous c'est du Python 3. Après on fait notre export, ok, qui va me permettre d'accéder à tous les commandes termes dans externe. Et ensuite on met avec CTRL Z, on le met en BG, en background, ok, notre reverse shell, et on le relance dans notre terminal, notre propre terminal avec la commande STTY echo et on le redemande de repasser au foreground, ok? Quand vous faites un BG, CTRL Z, vous le mettez en tâche de fond. Le programme continue de tourner, mais il est en mode pause si vous voulez. Et quand vous voulez le rappeler, eh ben, l'inverse de BG, background, c'est FG, foreground, ok? Au premier plan. Et ça nous permet de récupérer bah, un shell fonctionnel. Donc c'est une des techniques. On peut aussi utiliser LWrap, ok, qui peut être super utile avec le même type de commande, sauf que bah, on va utiliser LWrap. Moi, j'ai utilisé que Netcat avec mon port. On aurait pu utiliser LWrap, ok. Et sinon, bah, il y a Socat. Socat, mais Socat que j'aime un peu moins puisqu'il est un peu plus complexe, mais qui peut être aussi utile, ok. Mais ça, faut que je vous retrouve mes vidéos sur, bah, sur le CESTF, en fait, où je vous explique en fait toutes les nuances et bien comprendre la distinction entre un bind shell et un river shell. Et voir les shells qui sont stage et qui sont stageless, en fait. Ok? Par étage ou pas par étage. En fait, on a 4 grands types de shells. Des inversés, ce qu'on appelle un reverse shell, des bind shell liaison directe, ok, ce qu'on appelle un bind shell, et chacun peut être à la fois stage et stageless, donc avec un étage ou sans étage. L'étage, si vous voulez, au niveau de la charge utile, c'est comme une fusée. Eh ben, il va y avoir le premier étage, tout en haut de la fusée. Eh ben, lui, ça va être notre charge utile. Cette charge utile, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va impacter, en fait, une commande qui va permettre d'ouvrir bah, une connexion. Et généralement, bah, elle est beaucoup plus légère et ça se fait en 2 étapes. On a la charge utile qui initialise la connexion. Elle va être scannée par les antivirus. Et comme elle est toute petite et généralement elle est pas malicieuse, les antivirus vont la laisser s'exécuter. Pareil pour les pare-feux, on pourra peut-être contourner des pare-feux. Et après, eh ben, il y a une deuxième étape. L'étage appelle la vraie charge utile, le bas de la fusée. Et là, bah, c'est ça qui va pirater en fait la machine. Et les antivirus, s'ils font pas ces 2 étapes de vérification, eh ben, ça permet de les contourner. Et pareil, si on fait un bind shell liaison directe, eh ben, en entrée, on sait que le pare-feu du serveur va nous bloquer. À l'inverse, si on fait un shell inversé, un reverse shell, c'est ce que j'ai fait là. Ensuite, je suis passé d'un bind shell à un reverse shell. On sait qu'on aura beaucoup plus, on sera beaucoup plus tranquille. Pourquoi? Parce que les pare-feux, votre pare-feu, c'est le meilleur exemple, bloque généralement tout ce qui est en entrée, mais pas ce qui est en sortie. Ok? Incoming, outcoming. Et ben là, c'est pareil. Tout à l'heure, qu'est-ce que j'ai fait? Euh, eh ben, j'ai configuré mon pare-feu. Pourquoi? Bah, faire exactement ce que je vous dis. Je lui ai demandé quoi? Bah, de bloquer tout en entrée
toutes les connexions entrantes sur mon ordinateur, ok? Tu les rejettes. Par contre, tout ce qui sort de mon ordinateur, tu les laisses. Mais ça, le problème, c'est que c'est dangereux. Pourquoi? Parce que maintenant, bah, avant, j'avais défini des règles, ok, pour sécuriser un tant soit peu mon ordinateur. Je vais tout passer en reject et je vais ouvrir les ports qui m'intéressent sur ma machine. Parce que sinon, bah, n'importe qui peut utiliser l'UPnP pour ouvrir des ports automatiquement sur votre routeur et communiquer vers l'extérieur. Et qu'est-ce que va faire ça? Bah, généralement, c'est un botnet, hein, en fait. Un botnet, il va ouvrir une connexion vers l'extérieur pour exfiltrer des données et recevoir des informations, d'où? Eh ben, du centre, du site aussi, du centre de command and control, qui va le contrôler à distance, en fait. Et lui, le premier phage, bah, la plupart des virus, qu'est-ce qu'ils font? Ou des vers, eh ben, ils vont chercher à communiquer vers l'extérieur. Ok. Et des fois, si le worms ou bah, le virus est bien fabriqué, on va dire, on va parler en ces termes, eh ben, qu'est-ce que ça va faire? Bah, l'informaticien qui le crée est assez intelligent, il va mettre très peu de charge virale ou pas du tout de charge virale. Va y avoir juste ce fameux étage qui va établir une connexion vers l'extérieur. Et après, à partir de l'extérieur, du centre de command and control, il va télécharger la deuxième partie du code, en fait, et celui-ci est malicieux. Et celui-ci va s'exécuter et ouvrir une porte dérobée et faire des choses malicieuses sur votre ordinateur. Comme ça permet de contourner bah, les pare-feux, ça permet de contourner les antivirus. Voilà, grosso modo. Donc ça, c'était la première partie. Prochaine vidéo, on verra comment pivoter, comment continuer notre énumération, mettre en place du SSH tunneling, du port forwarding et des proxy chains via Proxy.